Si je veux me concentrer sur des personnages improbables, parler de personnages populaires dans les spéculations m'intéresse aussi, à partir du moment où leurs movesets consacrés ont leur propre identité. Et c'est intéressant parce que certains personnages qui sont de prime abord des choix qui font sens peuvent être adaptés de façon plus étonnante qu'on pourrait le croire, comme ce fut le cas avec les 4 personnages d'un jeu phare de la Switch et les sujets du jour. Mipha, Daruk, Revali et Urbosa, dit les prodiges d'Hyrule. Ils sont 4 guerriers et figures importantes de leur peuple apparus pour la première fois dans The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dans leur continuité, une armée mécanique a été déterrée par des chercheurs aux alentours du retour du fléau Ganon, parfait pour aider Link et Zelda à l'affronter. Les prodiges ont été choisis pour les aider en devenant les pilotes des 4 plus puissantes machines, les créatures divines. Depuis, on a eu 2 jeux avec cette prémisse. Breath of the Wild qui a pris un tournant tragique et le spin-off Hyrule Warriors l'ère du fléau qui imagine si l'objectif a été atteint. Mais rien qu'avec leur seule caractérisation dans Breath of the Wild, le manque de nouveaux combattants Zelda depuis Super Smash Bros 4, leur style de combat et leur lien à 4 peuples iconiques de The Legend of Zelda font qu'ils ont rapidement gagné des supporters pour Smash. Dont moi. Ayant adoré Breath of the Wild, j'étais déterminé à parler d'eux. Au final, j'ai décidé de parler des 4 d'un coup. Non seulement parce que je les aime tous autant que les autres, mais aussi parce que je voulais explorer une idée souvent évoquée dans les spéculations, mais rarement développée. Mais 5 ans après, je trouve que mon premier jet est beaucoup trop brouillon et je suis déterminé à améliorer le concept original. Aujourd'hui, je vais enfin pouvoir faire amende honorable avec eux. Installez-vous, prenez un casse-croûte et à boire, il y a beaucoup à dire. Pour commencer, j'aimerais parler du concept, car c'est ce qui m'a posé le plus de problèmes. Comme je l'ai dit dans l'épisode original, j'ai parlé des 4 prodiges d'un coup. Et plus que de parler de 4 combattants individuels, mon but était de créer un moveset à la dresseur de Pokémon, mais avec les prodiges. J'ai été ambitieux, mais au final j'ai surtout eu les yeux plus gros que le ventre. Un concept pareil demande beaucoup de précautions et je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Résultat, si mes idées pouvaient être cohérentes pour des combattants en solo, et encore j'ai tout de même des choses à redire sur eux-mêmes aussi, d'un point de vue synergie, ça ne va clairement pas et a besoin d'être complètement repensé. 5 ans après, maintenant que je vois mieux comment ce genre de moveset fonctionne, une question se pose. Et non, ce n'est pas est-ce qu'avoir les 4 prodiges qui font du tag team fait sens. Parce que c'est le cas. S'ils pourraient marcher en combattant solo, ces 4 guerriers forment un tout qui importe tout autant à mes yeux. En plus, niveau gameplay, l'idée peut faire écho à la mécanique de changement d'arme de Breath of the Wild, ou de changement de guerrier de l'ère du fléau. Non, il faudrait plutôt demander est-ce qu'elle est toujours possible. Et pour moi, oui. Ça demande beaucoup d'organisation et de précision, mais oui, c'est possible. Voyons cela, voulez-vous? Donc, comment peuvent-ils se relayer? Bon, certes, la réponse est simple, avec leur attaque spéciale bas, comme quasi tous les combattants tag team. Sa simple utilisation permet de changer de prodige. Mais ce que je demande, c'est par quelle méthode ils font ça? Parce que beaucoup de gens proposent l'idée du tag team, mais peu développent cette proposition, oubliant la logique des autres combattants du genre, et donc les prodiges devraient aussi en avoir une. Ainsi, j'ai décidé que le joueur les contrôlera tels qu'ils sont dans Breath of the Wild. Mort. Ils ont l'air normaux, mais en réalité, on contrôle leurs fantômes. L'idée m'est venue d'un autre revenant du jeu, le roi d'Hyrule, qui apparaît comme un vieil homme normal quand on le rencontre. Et du coup, ils apparaissent et disparaissent en un clin d'œil grâce à leurs conditions spectrales. Par ailleurs, leur entrée sur le stage est concernée aussi. Ils apparaissent en saisissant leur arme, déjà là au préalable. Maintenant, quelles sont les particularités de leur mécanique de relais niveau gameplay? Parce que mine de rien, le fait qu'ils sont 4 change beaucoup de choses. En regardant les combattants tag team de Smash, chaque membre ont leur rôle dans leur équipe respective, avec un ordre de relais prédéterminé pour coller à une certaine dynamique. Et ce, même si le joueur peut choisir de commencer avec qui il veut et de se spécialiser avec un combattant de son choix. Mais donc, sans faire de choix spécifiques sur l'écran des combattants, le joueur commencera toujours avec Mipha. Puis en faisant l'attaque spéciale bas, elle laisse sa place à Daruk, qui lui laisse sa place à Revali, puis Urbosa, avant de revenir à Mipha. Pourquoi cet ordre en particulier? En réfléchissant à comment le gérer, j'ai eu une épiphanie. Vu que 4 c'est 2 plus 2, et si je divisais ce groupe de 4 en 2 duos? Mipha, légère combattante à la longue portée, est de pair avec Daruk, qui a un peu moins de portée, mais beaucoup plus lourd et fort. Et Revali, un archer spécialiste des projectiles, est mis de pair avec Urbosa qui a la plus courte portée des 4. Dans cette logique, Mipha et Revali seraient les premiers combattants dans leur ordre d'équipe respectif, là où Daruk et Urbosa seraient ceux qui finiraient le travail, un peu comme le duo Pyra-Mythra. Mais cette décision permet quelque chose d'unique par rapport aux autres combattants tag team. Vu leur nombre et parce que j'ai fixé des rôles précis à chaque duo, je me suis dit qu'il serait fun de rendre l'ordre de relais un peu plus flexible.
En appuyant sur B normalement, les prodiges se relaient selon l'ordre normal. Mais en maintenant le bouton B enfoncé, celui qui devait suivre normalement sera remplacé par celui au rôle équivalent dans ma logique de duo. Par exemple, si le joueur commence avec Mipha, il peut donc faire le choix de se relayer soit avec Daruk, soit Urbosa. Mais cela dit, ça a des limites. On ne peut faire ça que de 1 à 2 fois à chaque cycle. Dans mon exemple, la dynamique serait la suivante. On serait donc Mipha, puis Daruk ou Urbosa, puis Revali, pour finir avec le prodige restant. Autrement dit, comme avec le dresseur de Pokémon, le joueur des prodiges devra voir tous les 4 passer entre ses mains. Mais avec tout ça, il reste à parler du plus gros talon d'Achille de la mécanique. Ils n'y ont pas tout le temps accès. Car si je pense que c'est possible de faire une mécanique de tag team avec 4 combattants, je pense qu'il serait plus sage d'y apporter tout de même une certaine limite, histoire d'équilibrer tout ça. Mais donc, quelle fut ma solution ? Voyez-vous, comme Steve et son établi, les prodiges apparaissent sur le stage avec un artefact. La tétralame mort subite, un simple élément intangible présent sur le terrain, sa seule fonction est de permettre aux prodiges d'utiliser l'attaque spéciale bas, en sa proximité. Au-delà, rien ne se passe. Et comme pour l'établi, si la lame reste à l'endroit de l'apparition des prodiges sur le stage en temps normal, appuyer sur le bouton de B et le bouton de bouclier en même temps permet au prodige de changer son emplacement pour éviter de toujours aller y retourner manuellement. Ça fait beaucoup, je sais. Mais j'espère que j'ai été assez clair malgré tout. N'hésitez pas à mettre en pause pour tout mieux digérer le concept. Mais tant que nous y sommes, si vous n'avez toujours pas de casse-croûte, je vous conseille d'aller le chercher tout de suite. Parce que maintenant, il faut qu'on parle des 4 combattants en une vidéo. Allez, assez pavassé. En suivant l'ordre des relais que j'ai mis au point, commençons. On commence avec Mipha, princesse du peuple Zora, les célèbres hommes-poissons de la série, et pilote de Varuta, la créature divine de l'eau. Bien que réservée, elle s'est fait preuve de détermination comme la prouve son rôle qu'elle a accepté contre les réticences de son père, prête à aider le royaume et protéger sa famille et ses proches, dont Link en particulier. Étant la plus petite des prodiges, mais également la moins rentre-dedans, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur choix qu'elle pour ouvrir le bal. En termes de taille, on peut voir qu'elle est à peine plus grande que Pac-Man. Et étant issue d'un jeu moderne, forcément on va utiliser son apparence de base pour son premier design. Avec sa peau magenta, ses bijoux, mais surtout le foulard bleu avec l'emblème de Varuta qu'elle porte tout autour de son corps. Pour ses skins, la plupart vont lui faire changer de peau, en référence aux différentes couleurs que peuvent être les auras. D'abord rouge, pas forcément une couleur que peuvent prendre les auras, mais en tout cas la couleur que prend la peau de Mipha sous les rayons du soleil couchant. Ensuite bleu, en référence à son père, le roi d'Orefa. Ensuite vert, la teinte étant une référence plus précise à Mérif, le conseiller des auras. Ensuite vient noir, orange, puis rose, une couleur originale de ma part. Le dernier skin est le seul à ne pas lui faire changer de peau. À la place, elle arbore les accessoires qu'elle portait avant de devoir revêtir le foulard de Varuta. Note pour plus tard, cette convention vaut pour tous les prodiges. Maintenant pour son style de combat. Malgré son tempérament, Mipha sait bien se battre. Son arme de prédilection est la lance d'écaille radieuse, un trident. Étant une arme d'astre, cela lui donne une plus longue portée en général, lui permettant de tenir ses adversaires à distance. Malgré tout, elle reste la plus petite et légère des prodiges. J'imagine qu'elle serait la moins agressive. Malgré sa maîtrise, elle serait plus passive et sur ses gardes, aidée par d'autres atouts qu'elle a. Et justement, parlant de poids, elle occuperait la 9ème place dans le top 10 des combattants les plus légers du jeu. Concernant les autres, c'est très éparpillé. Elles sont soit dans leur moyenne respective, soit en dessous à différents niveaux. Sa vitesse aérienne en particulier occupe la 10ème place des vitesses aériennes les moins bonnes de tous les combattants, détrônant celle de Banjo et Kazooie. Et son accélération aérienne est intéressante. Bien qu'elle soit parfaitement dans la moyenne, elle se comporte différemment des autres. Elle a la plus haute valeur de base mais a le taux de croissance le plus faible. L'idée c'est d'évoquer un poisson dans l'eau qui prend son élan. Vif mais flottant. Au final, c'est sa vitesse à la marche qui se démarque le plus. Égale à celle de Donkey Kong, Mipha partage alors la 8ème place du top 10 des marcheurs les plus rapides. À part ça, en termes de mouvement, c'est une combattante assez classique. Elle a un double saut et c'est tout. Bien qu'on peut noter que son animation de course est comme celle de Hyrule Warriors, l'ère du fléau. À défaut de courir à proprement parler, elle nage dans l'air. Ou alors ici, elle fait comme les Inklings et elle nage à même le sol avec de l'eau répandue par terre. Allez savoir. Dans tous les cas, ça reste une animation de course classique. Passons aux attaques normales désormais. Honnêtement, pour les mettre au point, ça n'a pas été difficile. Avant même l'existence de Hyrule Warriors, l'ère du fléau, c'était facile d'extrapoler les attaques que les prodiges pouvaient avoir. Vu que Link peut utiliser leurs armes signature et que donc le joueur pouvait avoir l'occasion de les prendre en main, ça rendait l'exercice plus facile.
Mais c'est vrai qu'avoir le spin-off Warriors en plus a permis de donner plus de style. C'est d'ailleurs le cas pour tous leurs movesets que j'ai mis au point. Un mélange d'idées originales de ma part, plus d'attaques de Hyrule Warriors. Sur ce, il est temps de rentrer dans le bain. Commençons avec un direct. Il est en 3 coups et enchaîne avec un multi-coup. Mipha donne d'abord un coup de genou, puis elle enchaîne avec un coup de pied circulaire, avant de faire pleuvoir une averse de coups d'estoc avec sa lance d'écaille radieuse, avec une ultime percée du trident pour achever le tout. L'attaque avant est un peu comme l'attaque spéciale côté de Byleth, un swing avec la lance d'écaille radieuse qui va du bas vers le haut. Pour son attaque haut, elle plante son trident dans le sol pour donner un coup de pied circulaire de l'avant vers l'arrière. Pour l'attaque bas, elle balaye le sol devant elle avec la lance. Et son attaque de course, c'est l'attaque tourbillon. Elle fonce devant elle, tournant au-dessus du sol avec son trident pointé vers l'avant. Bref, l'attaque de course de Corrin. Pour ses attaques en position de vulnérabilité. Depuis la position couchée, elle donne un coup autour d'elle avec son trident. L'attaque a cependant une apparence différente selon le sens que le joueur choisit. Dans la direction vers laquelle elle fait face, Mipha frappe avec la tête du trident. Dans la direction opposée, elle frappe avec le pied. Depuis la position assise, elle se redresse tout en faisant tourner son trident au-dessus d'elle. Et en remontant d'un rebord, c'est un simple coup d'estoc. Maintenant, pour ces attaques Smash, on a affaire à une autre constante avec les prodiges. Chacune de leurs attaques impliquera l'élément auquel ils sont associés. Dans le cas de Mipha, évidemment, c'est l'eau. C'est tout ce que j'avais à dire pour le coup. Bref, parlons directement de l'attaque Smash avant. C'est une daille imprégnée d'eau qui la fait avancer d'un pas vers l'avant. Pour l'attaque Smash haut, elle plante un trident dans le sol et provoque un geyser devant elle. Et pour son attaque Smash bas, elle plante son trident dans le sol et donne un coup de pied circulaire avec son pied imprégné d'eau. Les attaques aériennes maintenant. L'attaque aérienne neutre est une attaque en multi-coup. Mipha se tient en parallèle du sol et tourne plusieurs fois avec son trident dans le sens horloger. L'attaque aérienne avant sont 2 coups avec la lance d'écaille radieuse qui s'enchaînent. 2 swings du haut vers le bas. Le premier va de droite à gauche, tandis que le deuxième va de gauche à droite. Pour l'attaque aérienne arrière, elle tourne sur elle-même en tendant son trident, comme l'attaque aérienne neutre. Sauf qu'ici, Mipha se tient droite, c'est la lance qui est parallèle au sol, et l'attaque n'inflige qu'un gros coup. L'attaque aérienne haut est un coup d'estoc vers le haut, comme celle de Link. Et l'attaque aérienne bas est un plongeon en diagonale, lance vers l'avant. Pour sa saisie, Mipha attrape de toute évidence avec sa main libre. Et pour pummel, elle donne des coups de genou. Pour le lancer avant, elle envoie voler l'adversaire d'un dropkick dans le ventre. Le lancer arrière est un lancer tournoyant à la Mario, sauf que Mipha utilise son trident comme support pour garder l'équilibre. Pour son lancer haut, elle provoque un geyser qui envoie l'adversaire dans les airs. Et pour son lancer bas, elle piège son adversaire dans un tourbillon d'eau qui lui fait prendre plusieurs coups à la suite. Niveau provoque maintenant, c'est assez intéressant, car avec Breath of the Wild, désormais les jeux Zelda sont doublés en différentes langues. J'aurais aimé que les provoques des prodiges soient toutes des lignes de dialogue parlées, mais avec les autres personnages de Zelda, ça risque de clasher un petit peu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas moyen de faire de bonnes provoques muettes, ni même d'abandonner l'idée d'avoir des lignes de dialogue. Pour sa provoque haut, elle se concentre et fait illuminer sa main de sa magie avant de la mettre contre sa poitrine. Pour sa provoque côté, elle fait un petit rire doux et amusé. Et pour sa provoque bas, elle prend la pose de ses artworks officiels de Breath of the Wild, qui est également la pose de son amiibo, et elle dit la même phrase que quand on la sélectionne pour une mission dans Hyrule Warriors. Je protégerai mes compagnons. Note pour les lignes de dialogue, j'ai aucun moyen de les enregistrer, donc croyez-moi sur parole. Maintenant, on va passer aux attaques spéciales. Mais avant de parler de celle de Mipha, il est temps d'aborder une mécanique commune aux prodiges. Ils possèdent tous un pouvoir magique qui seront présents dans le moveset, en toute logique. Mais j'ai décidé d'apporter plus de profondeur à cette idée. Leurs pouvoirs seront leurs attaques spéciales neutres respectives et auront 2 versions. Une en appuyant normalement et l'autre en maintenant le bouton B enfoncé, et qui a un nombre d'utilisations limité. À côté de leur portrait en bas de l'écran se trouve le nombre d'utilisations restantes ainsi que le symbole de leur créature divine respective. La couleur du symbole indique sa disponibilité, chacun ayant sa propre couleur. Il vire au rouge 100 à court d'utilisation et le délai de récupération est représenté par le symbole regagnant sa couleur originale petit à petit. Avec tout cela établi, revenons enfin à notre Zora et ses attaques spéciales. Commençons avec l'attaque spéciale neutre. La prière de Mipha est un sort de soin. En pleine partie, Link, qui gagne leur pouvoir petit à petit, est automatiquement soigné dès qu'il perd toute sa vie et gagne même des points de vie supplémentaires temporaires. Les capacités de se soigner dans Smash c'est un peu compliqué, mais c'est une capacité incontournable du personnage, donc on va faire avec. Et pas d'inquiétude, c'est possible de ne la rendre pas péter. La version normale de l'attaque est un contre classique. Mipha prend la pause l'espace d'un instant et riposte si elle se fait frapper. A noter que tant qu'elle a la deuxième version de l'attaque disponible, elle récupère 2% de dégâts. Pour la deuxième version, Mipha se concentre et exécute sa prière. Ce faisant, des cœurs commencent à se former, au quart par quart. À chaque cœur complet, elle soigne quelques pourcentages de PV. Elle ne peut en créer que 3 maximum.
Cependant, les cœurs complets restent au-dessus de sa tête. Qu'est-ce que ça signifie? À chaque attaque qui touchera la Zora, la moitié des pourcentages de dégâts qu'elle se prend sera redirigée sur cette barre de vie, ralentissant l'augmentation de son pourcentage de dégâts pour une quantité limitée. Combien? Il faudrait faire des tests en conditions réelles. Autant dire jamais. La version doit se recharger entre chaque utilisation et a le délai de recharge le plus long de tous les pouvoirs. L'attaque spéciale côté maintenant. J'ai eu du mal à trouver une bonne idée. Mais au final, voici sur quoi je me suis rabattu. L'une des attaques de Mipha dans Hyrule Warriors l'ère du fléau est une vague qu'elle peut envoyer sur des hordes d'ennemis. J'étais partagé, je voulais l'utiliser mais je ne voulais pas qu'elle ait un projectile non plus. Mais en voyant comment elle exécute l'attaque, ce qui m'a un peu rappelé l'attaque spéciale côté de Little Mac, ainsi que le Renting Tremor Slash de Aomaru dans Samurai Warriors, pour ceux qui connaissent, je me suis dit qu'elle pouvait remplir un rôle intéressant en tant qu'attaque spéciale côté. Et c'est ainsi qu'est née cette attaque, que j'ai nommée Lame de fond. Mipha bondit d'un coup vers l'avant, tourbillonnant en l'air, avant de retomber en plantant son trident dans le sol avec fracas. Au plantage, elle fait surgir une vague du sol qui envoie voler les adversaires. Le principal désavantage de l'attaque, c'est que Mipha est obligée d'attendre que la vague disparaisse avant de pouvoir rebouger. Enfin, son attaque spéciale eau qui est une évidence totale. Dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, les Zora sont capables de remonter des cascades comme des saumons. Link le peut aussi en portant l'armure Zora. Cette particularité a été adaptée en une attaque dans Hyrule Warriors. Elle est toute trouvée. Un geyser surgit sous Mipha et elle la remonte en colimaçon, infligeant des dégâts au passage. En clair, c'est la cascade de Carapuce. Sauf que celle de Mipha est strictement verticale, pas diagonale. Et en petit bonus, appuyer sur le bouton de saut au sommet de la remontée lui permet de faire un saut supplémentaire, mais qui la laisse en chute libre totale. Et voilà, on en a fini avec Mipha. Pour le final smash et ses animations de victoire, on verra plus tard. Passons d'abord au prodige suivant. Daruk, héros d'un autre peuple très connu de The Legend of Zelda, les Gorons. Très proche de Link, le petit gars démontrant une grande capacité en combat qui l'impressionnait, le Goron le considère comme son frère de sang. Passant après Mipha, l'imposant géant de pierre contraste avec la fine femme poisson. Voyons désormais ce que ça fait de contrôler ce guerrier dur comme le roc. Pour son apparence de base, on peut voir que Daruk est très grand, égal à Bowser en termes de taille. Et comme avec Mipha, son design de base arbore l'écharpe avec le symbole de Varudanya. Pour ses skins, comme avec Mipha, ce qui va changer principalement, c'est sa couleur de peau. Pour son premier skin alternatif, sa peau devient un peu plus orangée et il obtient des fossettes apparentes, en référence à son descendant Yunobo. Pour le suivant, sa peau devient un peu plus pâle et avec des taches grises, en référence à Buldo, le chef des Gorons. Maintenant pour les couleurs de peau en général. Le skin suivant lui donne une peau brune, puis une peau rougeâtre, puis vert-gris, puis un teint bleu-gris. Et pour le dernier, comme avec Mipha, c'est le look que Daruk avait avant de porter le foulard. À savoir, le cadenas qu'il porte autour du corps avait une deuxième chaîne. Maintenant, en gameplay, Daruk est non seulement le plus grand des prodiges, il est également le plus lourd. Détrônant Dracofeu et Feu Inferno, il deviendrait alors le 5e combattant le plus lourd de tout le roster. Et comme ça suffisait pas, son arme, la brise-montagne, une épée à deux mains qui ressemble plus à un gourdin de pierre, est si lourde que tout être qui n'est pas un Goron est forcé de l'utiliser à deux mains. Ainsi, son style de jeu est conçu pour surpasser en puissance brute la majorité des combattants en combat direct. De plus, la portée globale de son arme et le fait que le pouvoir magique de Daruk est un bouclier impénétrable, comme on le verra plus tard, il a les moyens pour faire face aux combattants qui comptent sur leurs projectiles, limitant leurs options et les poussant à l'affronter mano à mano. Bref, un combattant grand, fort et flamboyant, tel la montagne de la mort. Quant au reste de ses stats, elles montrent que c'est un personnage fait de pierre. Sa vitesse de chute et sa gravité sont parmi les plus hautes que l'on peut trouver dans leurs catégories respectives, dans le top 5 facilement, tandis que toutes les autres sont en dessous de la moyenne, voire dans le top 10 ou carrément le top 5 des statistiques les plus faibles de leurs catégories respectives. Autrement dit, il n'est pas vraiment très rapide sur Terre, et en l'air, il a tendance à retomber très vite. À part ça, il a un double saut classique et aucune forme de déplacement supplémentaire. Néanmoins, on peut noter que comme Mipha, il a une manière de courir originale. À la place de mettre à contribution ses petites jambes, il fait comme les Gorons, il se met en boule et roule. Voyons maintenant comment Daruk se bat, que ce soit avec son énorme arme ou même son propre corps. Faut dire, il a une carrure tellement imposante, ce serait dommage de ne pas en profiter. Son direct est en 3 coups, il commence avec un coup de poing de sa main libre, puis un coup de coude du bas vers le haut avec cette même main,
pour finir avec un coup latéral de l'extérieur avec la brise montagne. Son attaque côté est une sorte d'estoc vers l'avant. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de pointe que cette épée ne peut pas faire de dégâts, surtout une de cet Akabi. L'attaque haut est similaire au dernier coup du direct mais orienté vers le haut. Pour l'attaque bas, il frappe le sol de toutes ses forces avec la brise montagne. Cette attaque a la particularité d'avoir un effet météore, comme les attaques bas de Peach et Daisy. Pour son attaque de course, tandis qu'il roule, il bondit et retombe sur le sol avec fracas. Maintenant pour les attaques en position vulnérable. Allongé par terre, il donne un coup tout autour de lui avec la brise montagne, l'attaque ayant une animation légèrement différente en fonction du sens. En position assise, il martèle le sol à sa droite et sa gauche avec ses énormes poings, avant de se relever. Et depuis un rebord, il donne un coup du haut vers le bas avec la brise montagne. Pour ces attaques smash, comme avec Mipha et les autres prodiges, comme je l'ai dit, elles vont impliquer l'élément qui leur sont associés. Dans le cas de Daruk, il s'agit du feu, ou plus le magma. Pour son attaque smash côté, il fait s'abattre son arme du haut vers le bas. L'attaque a néanmoins un sweet spot au bout de la brise montagne où il crée un pilier de flamme au moment de l'impact. Pour son attaque smash haut, il fait surgir un rocher volcanique devant lui. L'attaque est en 2 coups. D'abord le rocher incandescent qui surgit, puis est le moment où elle explose. Et pour son attaque smash bas, c'est un coup circulaire avec la brise montagne tout autour de lui. A noter qu'il rase le sol avec son arme, créant des petites roches chaudes qui agissent comme un sour spot. Les attaques aériennes maintenant. C'est peut-être pas son milieu préféré, mais il faut bien en parler. Pour l'attaque aérienne neutre, Daruk se met en boule. Il brandit la brise montagne et se met à tourner sur lui-même. Comparé à sa source d'inspiration, il tourne moins vite. Pour l'attaque aérienne avant, il donne un coup du haut vers le bas. Vu sa taille et sa force, cette attaque pourrait avoir un effet météore, mais en vrai, je pense que ça risque d'être trop pété vu son allonge. Personnellement, j'éviterais de lui en donner une. Pour son attaque aérienne arrière, c'est un coup circulaire avec la brise montagne. Pour son attaque aérienne haut, il brandit la brise montagne au-dessus de sa tête et il gigote un peu aléatoirement. Et enfin, l'attaque aérienne bas est un Stolen Fall classique. Il se met en boule et retombe avec fracas sur le sol, comme une technique de Link Goron dans Majora's Mask. Pour sa saisie, Daruk rengaine la brise montagne et attrape l'adversaire avec sa main gauche, tandis que pour le pummel, il donne des coups de poing avec sa main droite. Le lancer avant est un harité, un coup de paume, c'est une technique de sumo, un sport dont les Gorons sont friands, dans Twilight Princess du moins. Pour le lancer arrière, c'est un lancer par-dessus son épaule. Le lancer haut est une autre prise de sport de combat, ici du catch, un marteau pilon. Et pour son lancer bas, il se contente de plaquer l'adversaire à terre. Maintenant, c'est provoque. Pour sa provoque haut, il cogne ses poings ensemble, faisant apparaître son bouclier. Pour sa provoque côté, il fait un rire bien franc. Et pour sa provoque côté, c'est un mélange des mêmes éléments que ceux de Mipha. Il prend la même pose que ses atorques officielles de Breath of the Wild et celle de son ami Bo, et déclare la même phrase que quand on le sélectionne pour une mission dans Hyrule Warriors l'ère du fléau. Le grand Daruk s'occupe de tout. Son moveset était jusque-là assez exubérant. Voyons comment ça peut encore aller plus loin avec ses attaques spéciales. Le bouclier de Daruk est un sort de protection qui en combat protège Link à coup sûr, peu importe l'arme qu'il porte. Pour une attaque normale, son utilisation est assez logique. La version normale de l'attaque est un réflecteur classique. Daruk prend la pose et déploie son bouclier. Et s'il intercepte un projectile, il le renvoie. Classique. Par contre, la version où on maintient B enfoncé, c'est une autre histoire. On associe au bouclier l'iconique roulade des Gorons. Comme celle de Rondoudou, en maintenant B enfoncé, Daruk se met en boule. Il s'entoure de son bouclier et charge sa roulade. En relâchant le bouton, il fonce. Plus c'est chargé, plus il roule longtemps. Et le joueur peut changer la direction de la roulade avec le joystick. Aussi, la présence du bouclier est importante. Il bloque tous les projectiles. Mais là où les plus faibles sont neutralisés, les plus puissants sont bloqués et n'infligent pas de dégâts, mais la roulade est écourtée. Dès qu'il est touché, Daruk se stoppe un instant, mais continue de rouler encore une seconde, mais est moins rapide, puis s'arrête prématurément. Quant au non-projectile, c'est pareil, sauf qu'une sélection d'attaques particulièrement puissantes sont capables de détruire le bouclier d'un coup, stoppant l'attaque prématurément. Heureusement, Daruk récupère vite. À part ça, cette version a 3 utilisations de suite possibles et a le deuxième temps de recharge le plus long. Pour son attaque spéciale côté, nous avons un Come and Grab. Avec ses gros bras, je trouve ça normal qu'il y ait une attaque spéciale de ce style. L'attaque commence sur Daruk qui essaye d'attraper une potentielle cible de sa main libre. Pour la différencier de la saisie normale où son épée est rengainée, ici il la tient toujours en main. Et s'il attrape quelqu'un, l'attaque est différente si Daruk est en l'air ou non. Sur terre, Daruk fait surgir devant lui des piliers de roches volcaniques en plantant la brise montagne dans le sol, et lance sa prise sur eux avec tellement de force que les piliers se brisent. En l'air, sa prise prend feu dans ses mains, mais sa peau de pierre fait qu'il ne ressent quasi rien. En dehors de ça, il se retourne et lance l'adversaire derrière lui. S'il n'est pas bon en l'air, autant qu'il essaye d'empêcher les gens de revenir sur le stage. Pour l'attaque spéciale haut, nous avons une de ces techniques dans Hyrule Warriors l'ère du fléau.
En toute logique, celle où il crée un tremplin duquel il se lance pour s'écraser dans toutes les troupes ennemies. Pour Momoset, ça va être une version de cette technique, mais à une échelle réduite. C'est une de ces attaques spéciales qui force son utilisateur à retomber sur le sol. Daruk se crée un nouveau tremplin de rochers volcaniques plus petit. À noter qu'il peut infliger des dégâts quand il surgit du sol. Et là d'un coup, Daruk prend son élan et se catapulte en l'air. Comparé aux autres attaques spéciales de ce genre, sa trajectoire est beaucoup plus diagonale. Que ce soit l'ascension ou la chute. Et quand il retombe avec fracas sur le sol, il crée des ondes de choc enflammées. Fait en l'air, le tremplin apparaît sous ses pieds et Daruk décolle immédiatement. Et comme le bumper de Sonic ou la plateforme de Super Saut de Banjo et Kazooie, le tremplin de Daruk devient un objet hostile en l'air, infligeant des dégâts de feu à tous les adversaires qui le touchent durant sa chute. Voyons, 2 prodiges de fait, on est à la moitié. Sur ce, entamons la deuxième moitié sur le champ. Revali, guerrier du peuple d'hommes-oiseaux nommé les Piafs, choisi pour piloter la créature divine du vent Vamedo. Un archer émérite qui a travaillé d'arrache-serre pour arriver là où il en est, mais ça l'a rendu quelque peu prétentieux. Qui plus est, il n'aime pas Link, il le voit comme un rival, lui le porteur destiné de l'épée de légende. Ainsi, après un combattant colossal, on enchaîne avec un tireur d'élite léger comme une plume. Sans plus attendre, décollons pour voir le moveset. Pour son apparence de base, on peut voir que Revali est grand, très grand. Si on prend la crête de plume qu'il a derrière la tête, il serait aussi grand que Ganondorf. Mais en réalité, sa Hurtbox serait réduite de quelques points, le rendant en pratique aussi grand que Bayonetta. À part ça, son apparence est en effet fidèle à son design de Breath of the Wild. De son plumage foncé un peu violet, avec son foulard bleu avec l'emblème de Vamedo qu'il porte autour du cou. Et quant à ses skins, comme avec les autres prodiges qu'on a fait jusqu'ici, ça va être son plumage qui va changer de couleur. D'abord blanc comme Teba ainsi que Babil. Puis brun comme Kaneli, le chef des Piafs dans Breath of the Wild. Bleu comme Asarim. Ensuite vert. Ensuite rose comme Dezel, la femme de Teba. Le suivant c'est un rouge un peu brun. Et pour le dernier skin, comme avec les autres prodiges jusqu'ici, c'est son design de base, mais à la place du foulard de la créature divine, il porte son écharpe blanche qu'il avait à l'origine. En combat maintenant, Revali est un archer de grand talent. On le voit souvent tirer plusieurs flèches à la suite, voire en même temps. Il est également aidé par son arme, l'arc du Grand Aigle, qui permet à son manieur de tirer 3 flèches en même temps. De toute évidence, il sera porté sur le combat à longue distance, comme Ifa, à la différence que là où la Zora est spécialisée dans le combat normal avec beaucoup de portée, le Piaf lui serait bien plus focalisé sur les projectiles, son style serait de submerger ses adversaires sous les flèches. Niveau stats, malgré sa taille, Revali est léger, très léger. De même valeur que celle de Fox, cela rend Revali non seulement le plus léger des prodiges, mais le 4e personnage le plus léger de tout le roster. Niveau mouvement, Revali n'est pas super à l'aise par terre. A vrai dire, sa vitesse de marche et son élan initial sont dans le top 10 des plus basses dans leurs catégories respectives, à la 8e et 6e place respectivement. Sa vitesse de course l'est beaucoup moins, mais elle est en dessous de la moyenne malgré tout. C'est dans les airs qu'il domine en revanche, logique. Sa vitesse et son accélération aérienne sont au-dessus de la moyenne, mais pas assez pour faire partie du haut du panier. Là où sa vitesse de chute et sa gravité sont un peu en dessous de la moyenne. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais en réalité c'est pour éviter qu'il soit trop pété en l'air. Pourquoi ? Parce qu'il a un total de 6 sauts. Des sauts de taille moyenne en revanche. Vu sa taille et sa posture, c'est pour le mieux. À part ça, il n'a aucune forme de déplacement supplémentaire. Vous connaissez la chanson maintenant, passons aux attaques normales. Son direct est en 3 coups et se finit sur un multi-coup. Il donne d'abord un coup de pied latéral, puis un diagonal, puis tire à bout portant une nuée de flèches. Et non, ça ne compte pas comme un projectile. L'attaque côté, par contre, elle, c'est bel et bien un projectile. Revali tire une flèche. L'attaque haut est un coup de pied au-dessus de lui en arc. L'attaque bas est un tacle. Cependant, on peut voir que contrairement à d'autres attaques de ce genre, Revali flotte au-dessus du sol. Il n'est même pas à terre. Et l'attaque de course est une sorte de piqué vrillé. Et pour ses attaques en position de vulnérabilité, quelle qu'elle soit, il attaque avec ses flèches à bout portant. Il les tient comme des dagues et soit il donne un coup circulaire, soit il poignarde devant lui. Maintenant les attaques smash. Son attaque smash côté est aussi un projectile. Il tire 3 flèches en même temps qui volent quasiment à côte l'une de l'autre. C'est l'une des attaques smash les plus faibles de tout le roster, mais celle-ci a la particularité de parcourir tout l'écran. Pour son attaque smash haut, Revali tombe sur lui-même provoquant une tornade qui s'élève du sol jusqu'à au-dessus de sa tête. Et pour son attaque smash bas, il bondit et tire sur le sol une flèche explosive, créant une explosion.
C'est une attaque smash du type qui frappe tout autour de Revali. Passons à son domaine avec ses attaques aériennes maintenant. Pour son attaque aérienne neutre, il tourne sur lui-même telle une tornade. Son attaque aérienne avant est un autre tir de flèche. Comme l'attaque smash côté, il en tire 3 d'un coup, sauf que celle-ci se déploie en éventail. Son attaque aérienne arrière est un coup de pied, un peu comme Falco. Sauf que celui de Revali a un petit détail en plus. Dans le creux de ses serres, il crée une petite explosion de vent. L'attaque de vent est la partie de l'attaque qui fait le plus mal comparé au coup de pied. L'attaque aérienne haut est un coup de pied en arc de l'arrière vers l'avant. Et pour son attaque aérienne bas, il tire une flèche en diagonale vers le bas. Une seule flèche et non 3 contrairement à l'attaque aérienne avant. Pour sa saisie, il attrape l'adversaire avec sa main libre. Et pour le pummel, il le picore. Pour son lancer avant, il tire une flèche explosive directement dans l'adversaire, ce qui l'envoie voler. Pour son lancer arrière, il attrape l'adversaire avec ses serres, puis le lance derrière lui. Pour son lancer haut, il prend l'adversaire par les serres, s'envole, quitte l'écran avant de retomber avec fracas sur le sol. Et enfin, pour se lancer bas, il plaque l'adversaire sur le sol avant de le frapper du poing. Et pour ses provoques, c'est assez simple vu tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Pour sa provoque haut, il s'élève un peu au-dessus du sol, se laisse porter dans les airs et tire une révérence. Pour sa provoque côté, il rit de manière moqueuse. Et pour sa provoque bas, oh là là, quelle surprise, il prend la pose de son artwork officiel de Breath of the Wild et de son amiibo. Et comme dans Hyrule Warriors, il déclare « Attendez-vous à de grands exploits de ma part ». J'en ai marre de faire ces imitations. Si les comédiens des prodiges tombent sur ces vidéos, j'espère qu'ils le prendront pas mal. Comme toujours maintenant, abordons les attaques spéciales. Comme d'hab dans ce moveset, son attaque spéciale neutre n'est ni plus ni moins que son pouvoir. La rage de Revali. Un courant d'air ascendant qui permet à son utilisateur de prendre de l'altitude en un instant. Pour coller au reste du moveset, je l'ai combiné à une de ses mécaniques de gameplay dans l'ère du fléau où il peut faire souffler le vent sous les pieds de ses adversaires pour les déstabiliser. Pour la version normale, Revali crée, après une petite seconde, un souffle de vent ascendant devant lui qui souffle pendant quelques secondes. Cette version peut blesser et projeter des adversaires vers le haut, mais c'est super faible. Sa vraie utilité est de dévier vers le haut des projectiles non chargeables et non chargés au max. Après, la distance entre Revali et le projectile est aussi à prendre en compte. Quant à la version chargée, c'est la rage telle qu'elle agit dans les jeux. Il ne peut l'utiliser qu'au sol et a 3 utilisations à la suite et a le temps de recharge le plus court. Maintenant, pour son attaque spéciale côté, il va utiliser un autre type de flèche. Enfin, façon de parler, vu qu'il l'a déjà utilisé à quelques fois dans ce moveset. Si Breath of the Wild offre beaucoup de flèches différentes, Revali devait utiliser qu'une seule parmi les autres, en particulier dans l'ère du fléau. Les flèches explosives. Son utilisation la plus notable est dans son niveau attitré où lui et ses alliés Piaf bombardent le champ de bataille. Pour l'attaque, il tire la dite flèche. Contrairement à d'autres attaques spéciales de ce genre, sa trajectoire est lobée et on ne peut pas charger le tir. Elle monte quelques secondes puis retombe en gagnant de la vitesse et explosant en contact du sol ou de n'importe quelle autre surface. Ainsi que les autres combattants évidemment. La puissance de l'explosion est dans la moyenne de d'autres bombes d'attaque spéciale. La flèche est faible dans son ascension, mais quand elle retombe, elle gagne en puissance proportionnelle à sa vitesse de chute jusqu'à ce qu'elle atteigne sa vitesse de croisière. Ainsi donc, le joueur de Revali peut choisir de la tirer alors que celui-ci est en plein air pour faire augmenter encore plus la puissance de la flèche explosive. Le piaf est également aidé par le fait que quand il est en l'air, sa chute est pratiquement stoppée. Et enfin, passons à l'attaque spéciale haut. Elle a été difficile à trouver celle-là parce que la rage de Revali est un choix tellement évident qu'on ne pense pas à d'autres options. Mais malgré tout, je pense avoir trouvé une idée pas déconnante. J'ai décidé de combiner en une seule 2 attaques de l'ère du fléau. Le coup de pied avec lequel il achève certains ennemis particulièrement puissants, ainsi qu'une attaque en piqué. L'attaque commence d'abord sur Revali qui donne un coup de pied qui le fait décoller, ce qui n'est pas sans rappeler l'attaque spéciale haut de Marth. Par contre, au sommet du saut, le joueur peut décider de réappuyer sur le bouton A ou B pour que Revali fasse une attaque en piqué qui le ramène vers le sol. Non seulement le plongeon est diagonal, mais on peut également remarquer que pendant l'attaque, Revali tombe sur lui-même. Car il s'agit en réalité d'une attaque en multi-coup, Revali entraînant avec lui dans sa chute les adversaires qu'il touche. Allez, 3 prodiges de fait. Plus qu'un seul et on est bon. Et pour finir, finissons avec un bang, ou plutôt un coup de tonnerre. Urbosa, la chef des Gerudo, un peuple uniquement composé de femmes, et la pilote de la créature divine de la foudre, Vanaboris. Aussi sage que féroce, elle a accepté son rôle sans hésiter pour rester près de la princesse Zelda, dont elle est la confidente depuis le décès de la reine d'Hyrule. C'est avec elle que finit la roue des prodiges, contrastant avec les 2 qui l'encadrent avec son style de combat plus agressif et rapproché. Elle est là pour finir le travail en un éclair.
Et pour pas changer une formule qui gagne, ou plutôt qu'on a maintenu jusqu'ici, commençons par son apparence de base. Deuxième plus grande des prodiges, dépassant Revali de quelques points, elle porte sa tenue normale, ainsi que le foulard azur avec le symbole de Vanaboris en paréo. Pour ses autres skins, on ne va pas la faire changer de peau. Ce qui va changer par contre, c'est la tenue qu'elle porte. Elle a deux types de hauts, soit l'espèce de cuirasse qui lui est souvent associée, soit un haut en tissu que portent d'autres Gerudo. Mais ça va même encore plus loin. Chacun de ces deux types de tenues a deux variations. Pour les skins avec les cuirasses, on a d'un côté son motif habituel et de l'autre un motif à fleurs que partagent d'autres Gerudo. Quant aux hauts en tissu, ils peuvent soit avoir un motif en forme de vague, soit un motif à carreaux. Et ces quatre tenues différentes ont chacun une couleur alternative. C'est clair ? Je demande juste. Bref, passons aux autres skins. Le numéro 2 est la première cuirasse avec un motif à fleurs. Celle-ci est bleu foncé. Le numéro 3 est le premier skin en tissu avec un motif à vague. Celui-ci est de couleur rouge foncé. Et le quatrième est le premier haut en tissu avec un motif à carreaux, celui-ci de couleur grise. Le skin numéro 5 est la variation du haut cuirassé avec un motif à fleurs. Pour le coup, il est d'un violet très foncé. Le numéro 6 est le deuxième haut en tissu avec un motif à vague, cette fois il est de couleur blanche. En numéro 7, nous avons le deuxième haut avec un motif à carreaux qui est cette fois de couleur lavande. Et pour le dernier, non seulement, vous vous en doutez, on a la cuirasse avec son motif habituel, mais comme avec les autres prodiges, il s'agit de son apparence par défaut avant qu'elle n'accepte le foulard de Vanaboris. Pour ici, son paréo est noir, et en sus, elle porte la couronne du peuple Gerudo. Maintenant, comment se bat-elle comparée à ses camarades ? Urbosa fait usage du cimeterre et bouclier des 7 joyaux, beaucoup plus classique comparé à ses compagnons, mais elle reste une combattante d'exception. Elle a la réputation d'être si gracile en combat qu'elle semble danser. En toute logique, elle a le moins de portée du groupe, mais tend à rester à mi-distance de ses adversaires. Aussi, elle peut compter sur son bouclier pour la protéger des projectiles au repos, comme les Link ou le héros de Dragon Quest. C'est déjà ça. Mais donc, avec son manque de portée comparé à ses compagnons, il faut qu'elle ait les tripes pour entrer dans le tas, ce dont elle ne manque pas. Et ses stats l'aident en ce but également. Non seulement elle est la deuxième plus grande des prodiges, mais elle est également la deuxième plus lourde. Ce qui la place à la dernière place du top 10 des combattants les plus lourds du roster, à égalité avec Snake, Banjo-Kazooie et Rob. Elle est également la plus rapide des 4 sur Terre. Sa vitesse de marche, son élan initial et sa vitesse de course sont tout au-dessus de la moyenne, mais pas assez pour être dans leur top 10 respectifs. En comparaison, sa vitesse aérienne et son accélération aérienne sont dans leur flop 10 respectifs, à la 8e et 7e place respectivement. À égalité avec Felinferno pour le premier et avec d'autres combattants pour le deuxième. Sa vitesse de chute en revanche est dans le top 10 des plus élevés à la 8e place, à égalité avec celle de Chrome, Roy, mais aussi Falco. Quant à sa stat de gravité, elle est un petit peu en dessous de la moyenne, mais de pas beaucoup. L'idée ainsi, c'est qu'elle a un déplacement plus vertical en l'air qu'horizontal. À part ça, elle n'a qu'un double saut classique et aucune forme de déplacement supplémentaire. Maintenant, pour la dernière fois, parlons des attaques du personnage. Son direct est en 3 coups et se finit sur un multi-coup. Il commence par une taille qui va de droite à gauche, puis une deuxième qui va de gauche à droite, puis elle en donne plusieurs à la suite, avant de finir avec une estoc. Pour l'attaque côté, comme le héros de Dragon Quest, elle a en réalité 2 attaques côté qui se suivent. Et la comparaison ne s'arrête pas là, puisque le premier coup de l'attaque est un coup de bouclier de droite à gauche. Pour le deuxième coup, par contre, elle utilise l'élan que l'attaque lui donne pour donner un coup latéral de droite à gauche également avec le cimeterre. Pas mal gracieux en soi, c'est quelque chose que j'essayais de bien recapturer pour Urbosa. Car comme il est dit à son sujet, elle bouge d'une telle façon qu'on dirait qu'elle danse. Son attaque haut est un coup de pied vers le haut similaire à ce que font les pits. L'attaque bas est une autre attaque avec le bouclier. Plus précisément, c'est une référence à la technique de la charge bouclier de The Legend of Zelda Twilight Princess. Elle fait une sorte de pseudo-charge vers l'avant avec son bouclier. Cette attaque la protège de tous les projectiles et la fait avancer d'un pas. Et son attaque de course est l'attaque sautée, comme celle de Link. La sienne a cependant une animation plus détaillée pour la faire ressembler à une de ses attaques dans Hyrule Warriors l'ère du fléau. Pour les attaques où elle se redresse après être tombée par terre, elle se contente de donner des coups de sabre autour d'elle. Tandis que quand elle remonte sur le stage, c'est un coup d'estoc. Aux attaques smash maintenant. Et comme avec ses compagnons, la lame de son cimeterre est ici imprégnée de son élément signature, l'électricité. Pour son attaque smash côté, elle donne un coup en diagonale ascendant avec son cimeterre qui part de la droite. Mais comme avec Link, si on réappuie sur A après avoir porté le premier coup, elle en donne un deuxième. Un autre coup en diagonale ascendant, mais qui cette fois part de la gauche. Pour son attaque smash haut, elle tourne sur elle-même. Cette attaque inflige des dégâts, mais c'est pas forcément ça qui fait l'attaque smash. Bien au contraire, la principale hitbox, c'est ce qu'il y a sur les côtés de Urbosa. Car en tournant sur elle-même, elle finit par ériger des piliers électriques à sa gauche et à sa droite. Et son attaque smash bas est comme celle de Link. 2 coups d'épée à ras du sol, le premier devant elle et le deuxième derrière elle.
La seule différence, c'est les effets électriques qu'il y a avec l'attaque. Pour son attaque aérienne neutre, elle est comme celle de Marth et Lucina. Les bras portant ses armes bien tendues, elle tourne sur elle-même dans un angle de plus de 15 degrés par rapport à son axe de rotation. Son attaque aérienne avant est un coup de pied circulaire comme ce que fait Fox. Son attaque aérienne arrière est quasiment comme celle de Joker. Elle se retourne complètement pour donner une taille avec son cimeterre de gauche à droite. Pour son attaque haut, elle donne un coup de sabre vers le haut en tournant. Et son attaque aérienne bas est un stall and fall où elle fonce vers le sol, le bras bien tendu. Elle atterrit droit comme un piquet sur le sol avant de reposer ses pieds par terre. Au contact du sol, elle provoque des étincelles autour d'elle. Pour sa saisie, Urbosa range son bouclier et saisit avec sa main gauche. Et elle pummel à coups de genou. Pour se lancer à l'avant, elle envoie voler l'adversaire d'un coup de pied. Son lancer arrière est aussi un kick après qu'elle ait déplacé son adversaire derrière elle. Son lancer haut est comme celui de Link, elle lance l'adversaire au-dessus de sa tête puis donne un coup de sabre. Et pour son lancer bas, elle plaque son adversaire vers le bas pour le planter avec son cimeterre. Et pour ses provoques, c'est assez simple vu tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Pour sa provoque haut, elle claque des doigts pour démontrer son pouvoir, à savoir celui de faire tomber la foudre. Pour sa provoque côté, elle rit amusée. Et enfin, pour la provoque bas, elle prend la même pose que son attaque officielle de Breath of the Wild et son amiibo. Et comme dans Hyrule Warriors, elle déclare « Allez, j'y vais !» Et voilà, plus d'imitations lamentables de comédiens de doublage plus talentueux que moi. Par contre, on n'a pas fini avec la vidéo, passons aux attaques spéciales. En accord avec le reste du concept, son attaque spéciale neutre est son pouvoir, la colère d'Urbosa, qui lui permet de faire tomber la foudre d'un claquement de doigts. Mais évidemment, ce n'est pas que ça, voyons cela plus en détail. La version non chargée est une référence à la manière dont Link l'utilise dans Breath of the Wild. Pour faire simple, il s'agit d'une attaque circulaire avec un effet électrique. Urbosa se met en position puis charge son attaque. Cependant, là où une attaque circulaire classique, la charge est maintenue en maintenant B enfoncé, celle d'Urbosa se fait automatiquement. Résultat, pour exécuter l'attaque circulaire, il faut réappuyer sur le bouton B. La plus grosse différence avec d'autres par contre se fait en l'air. Urbosa utilise automatiquement la version la plus faible de l'attaque, mais contrairement aux autres attaques de ce style, celle de Urbosa la fait plus se déplacer sur les côtés que sur les hauteurs. La version appuyée est cependant plus proche de ce dont elle est capable. Un dôme entoure Urbosa tandis qu'elle pointe ses doigts vers le ciel. Une fois qu'on relâche le bouton, elle claque des doigts pour faire tomber la foudre dans et sur le périmètre du dôme. L'attaque a un sweet spot juste au-dessus de ses doigts, infligeant masse de dégâts. L'attaque a 3 utilisations et a le second temps de recharge le plus long des 4 pouvoirs, de quoi électriser l'assistance. Pour l'attaque spéciale côté, je voulais intégrer les techniques d'esquive de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, mais j'avais encore un peu du mal à trouver un bon moyen de les intégrer. Au final, en me rappelant des dires décrivant le style de combat de Urbosa comme une danse, j'ai retrouvé l'inspiration en m'inspirant par l'attaque spéciale côté de la plupart des personnages de Fire Emblem. Je vous présente la danse Gerudo. Et ouais, elle est similaire à l'épée dansante, mais a quand même des différences majeures. Urbosa commence l'attaque en faisant un pas en avant et un coup d'épée du bas vers le haut. Mais en refaisant l'attaque spéciale côté juste après, elle donne un deuxième coup. Et c'est là que les principales différences se manifestent. Comparé aux autres de Fire Emblem, le coup n'est pas orientable vers le haut ou vers le bas et il n'y a pas de troisième coup. Du moins pas de troisième coup classique. Car si Urbosa arrive à toucher son adversaire avec le deuxième coup de son attaque spéciale côté, alors il le piège dans un multi-coup, un peu comme la raclée enchaînée du boxeur Mi. Autre principale différence cependant, le premier coup offre à Urbosa une frame d'invincibilité. Autrement dit, si le timing du joueur de Urbosa est bon, alors il pourra porter son premier coup sans avoir peur à recevoir des dégâts. Mais uniquement le premier, bien entendu. Enfin, l'attaque spéciale haut. J'ai eu du mal à la trouver celle-là. Surtout que vu que je ne pouvais plus utiliser l'attaque circulaire, au final j'ai fini par m'inspirer par deux autres attaques. L'attaque spéciale haut de Roy et une des attaques spéciales du personnage de Charlotte dans Samurai Showdown. L'attaque que j'en ai tirée, coup de foudre, est en quelque sorte Climb Hazard, l'attaque spéciale haut de Cloud. Urbosa bondit dans les airs avec la lame de son cimeterre parallèle au sol. Le tranchant du moins. C'est une attaque assez classique avec un effet électrique. Elle ne peut plus faire de double saut après ça, mais par contre elle peut utiliser n'importe laquelle de ses attaques aériennes. Et c'est tout. Et c'est ainsi qu'on a fini avec tous les prodiges. La Zora gracieuse et sur ses gardes, le Goron exubérant et colossal, le Piaf orgueilleux et à l'œil de faucon, et la Gerudo gracile et énergique. 4 guerriers au background et capacités différentes, mais qui se complètent et bien unis malgré tout. À vous de bien maîtriser tant de styles de jeu à la fois, et vous verrez pourquoi ils furent choisis pour aider Link et Zelda.
Pour leur final smash, les prodiges, normalement séparés au cours du combat, unissent leurs forces pour donner le coup de grâce. Et pour ce faire, il est temps pour les créatures divines d'entrer en scène. Ces machines animales ont des pouvoirs phénoménaux, capables de manier les éléments et même de tirer des rayons laser destructeurs. Pour leur final smash, je ne vois pas ce qu'il y a de mieux. Il s'agit d'un final smash cinématique. Chargé par l'énergie de la balle smash, le prodige présent sur le terrain fait apparaître un laser de visée devant lui. Si au moins un adversaire est touché par le laser, la cinématique se déclenche, recréant la partie de l'attaque contre canon à la fin de Breath of the Wild, spécifique au prodige contrôlé. Le résultat est le même. Les adversaires piégés se retrouvent sous une pluie de lasers qui les zappe sur place. À la fin de la cinématique, ils se font envoyer voler, tandis que le prodige du joueur reprend le combat. On est sur la dernière ligne droite, mais on a encore 9 animations de victoire à parler. Oui, 9. Car tous les prodiges n'ont que 2 animations de victoire uniques et ont une animation en commun. Mais tout de même, accrochez-vous encore un peu. Pour la première animation de victoire, les prodiges font une petite démonstration de leurs armes respectives. Mipha fait tourner sa lance d'écailles radieuses au-dessus d'elle, Daruk tourne et abat la brise-montagne sur le sol, Revali tire 3 flèches en l'air, tandis que Urbosa donne quelques coups de cimeterre devant elle. Tous les 4 finissent en prenant la pose de leur artwork officiel de Breath of the Wild et de leurs amiibo respectifs. Pour leur deuxième, ils manifestent leur pouvoir et prennent l'espace d'un instant les poses de leurs artworks officiels de Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Mipha fait briller sa prière dans sa main avant de piquer lance en avant vers la caméra, puis atterrit et se relève, lance plantée dans le sol. Daruk frappe ses poings manifestant son bouclier avant de faire saillir ses muscles. Revali s'envole avec sa tornade puis vole vers la caméra avant de lui tourner le dos. Et Urbosa fait tomber la foudre avant de donner un coup circulaire avec son cimeterre électrifié avant de le rengainer. Et enfin, la dernière animation de victoire est une référence à la photo de fin du DLC de l'Odo Prodige de Breath of the Wild. Mipha est sur le côté gêné, Urbosa prend une pose normale, Revali cherche la sienne, tandis que Daruk est déconfit face à ce grand n'importe quoi qu'est cette photo de groupe. Alors, d'un ample geste des bras, il rassemble ses 4 compagnons au centre de l'écran. Parfaite photo de groupe. La seule animation de victoire qu'ils ont en commun, la caméra se focus au début sur le prodige avec qui le joueur a fini le combat. Il faut bien rappeler qu'ils sont une équipe après tout. Et voilà ce que ça pourrait donner si les prodiges étaient une équipe de combattants jouables dans Super Smash Bros. Ce fut un moveset extrêmement long à raffiner. Garder ce que j'aimais des premiers jets et changer le reste. Ce fut ardu, je ne vais pas vous mentir. Mais mine de rien, je suis content. Comme quoi, mieux vaut tard que jamais, eux-mêmes le prouvent. Après, ce concept serait super ardu à faire en vrai, et hautement improbable. Mais j'espère qu'il vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. Vous pouvez également me suivre sur d'autres réseaux sociaux aux adresses suivantes. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour les 6 ans de la chaîne et les 5 ans de mon émission de Moveset. À très bientôt.